Je suis ravi d'être là. Je commence par, après vous avoir remercié, excuser le candidat que je représente, Jean-Luc Mélenchon, dont l'agenda ne lui permettait pas de se tenir devant vous cet après-midi. Je dispose, on m'a dit, de quelques 10 minutes pour vous résumer le volet économique d'un programme qui comporte plus de 600 mesures, qui est disponible en librairie, qui s'est bien vendu, que je vous invite à lire. Peut-être avez-vous eu l'occasion de regarder la semaine dernière un débat que j'ai trouvé pour ma part, et je sais que vous êtes quelques-uns à l'avoir trouvé comme moi de bonne facture, le débat entre M. Geoffroy Roux de Bézieux et Jean-Luc Mélenchon, qui s'est tenu sur une antenne du service public, un débat démocratique qui a permis de mettre en avant, bien évidemment, des points de divergence connus, mais aussi des points de diagnostic partagés, même si parfois nous divergeons sur les solutions et l'avenir de ce que nous avons à faire. C'est un programme qui met en cohérence et reprend ce que les organisations non gouvernementales, les syndicats, les associations ont fait de meilleur et qui met tout cela en synthèse et en cohérence. S'il fallait le qualifier d'un mot avant de rentrer dans le détail de l'aspect économique, ce programme vise un but philosophique qui peut être ainsi résumé: l'harmonie des êtres humains entre eux et avec la nature. C'est un programme qu'il convient de qualifier, et ce n'est pas parce que je suis devant vous que je vais m'empêcher de le faire, c'est un programme de rupture sociale, démocratique, écologique, qui pense aussi les obstacles que le cadre actuel pourrait poser à son application. Un programme comme celui-ci, à bien des égards, n'est pas compatible avec l'actuel cadre des traités européens. Si j'en crois par exemple les mesures protectionnistes, un protectionnisme écologique et solidaire que nous souhaitons mettre en place, la reconstitution d'un certain nombre de pôles publics pour reprendre la maîtrise étatique, notamment je pense par exemple à la question de l'énergie. Bref, certaines dispositions de ce programme contreviennent au cadre des actuels traités européens, et nous avons aussi pensé une méthode d'application, de rapport de force et de solutions pour pouvoir accomplir ce programme si le peuple nous en donne mandat. Pour nous, il n'y a pas de traité au-dessus de la démocratie, contrairement à ce que disait le précédent président de la Commission européenne. Ce qui est au-dessus de tout, c'est la souveraineté populaire. Alors, bien évidemment, je ne suis pas venu vous dire nécessairement ce que vous souhaitiez entendre. Je ne sais pas ce qu'ont fait les précédents concurrents et adversaires. Néanmoins, à travers ma présentation, peut-être, vous allez trouver des aspects qui pourraient vous intéresser sur le rôle que vous pourrez avoir à jouer dans le cas où nous y arrivions au mois d'avril prochain. Il y a une chose que l'on affirme offrir aux entreprises avec un programme comme celui-ci, c'est la prévisibilité et la visibilité sur les investissements productifs de demain. J'y viens. D'abord, pour commencer, quelques chiffres pour poser un diagnostic qui justifie nos choix et les options que nous prenons. Le premier, c'est que la France est un pays riche qui produit chaque année plus de 2300 milliards d'euros qui sont extrêmement mal répartis. D'abord, et sans rentrer tout de suite dans le cadre de l'entreprise, d'abord la répartition des richesses qui produit cet effet que quand M. Macron est arrivé au pouvoir, les 500 familles les plus riches de France possédaient à elles 500 un patrimoine de 570 milliards, et qu'en vertu de la politique qui a été menée ces 5 dernières années, elles en possèdent aujourd'hui le double, quand dans le même temps, la pauvreté s'est étendue dans notre pays. En 19 mois de pandémie, les milliardaires de ce pays ont accru leur patrimoine de 240 milliards d'euros. Ce qui m'intéresse dans ce chiffre, outre le caractère record et impressionnant de celui-ci, c'est que 240 milliards d'euros, c'est à peu près, peu ou prou, ce que l'État a dépensé en aide Covid de toutes sortes. De la même manière, il y a certains chiffres jumeaux qui nous intéressent, puisqu'on parle souvent, et vous parlez souvent aussi comme entrepreneur, comme investisseur du déficit de l'État. Il se trouve que le déficit de l'État est autour de 140 milliards et que 140 milliards, c'est aussi à peu près, peu ou prou, le montant des aides de toutes sortes qui ont été versées par l'État aux entreprises françaises si l'on cumule le crédit d'impôt compétitivité emploi, le crédit d'impôt recherche dont on sait qu'il a bénéficié essentiellement à la distribution et à la finance et pas à la recherche fondamentale, et également les aides de toutes sortes. On arrive à 60 milliards CICE crédit d'impôt et 80 milliards d'aides de toutes sortes. Donc ces chiffres, en effet, nous intéressent. Je le disais, dans le même temps, ce qui, pour nous, est une urgence absolue, c'est la question sociale, puisque notre pays est un pays dans lequel 10 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, avec des réalités sociales concrètes de tous les jours. 8 millions de personnes dans ce pays dépendent de l'aide alimentaire, 300 000 personnes
vivent sans abri, 12 millions de personnes subissent les conséquences de la précarité énergétique et ont froid chez elles, et éradiquer la pauvreté est une priorité du programme L'Avenir en commun que je présente devant vous. Sur l'aspect productif, évidemment, les chiffres records, y compris en pleine pandémie, des profits réalisés par les grandes entreprises, que je ne confonds pas avec les TPE et PME, mais tout de même, c'est assez commun pour vous, j'imagine, d'entendre des responsables politiques de gauche venir fustiger les profits records ou les dividendes versés aux actionnaires, mais supporter que cette fois, en pleine pandémie, c'est à caractère absolument exceptionnel. 137 milliards de profits réalisés par les multinationales du CAC 40, 70 milliards de dividendes versés aux actionnaires, et des entreprises comme Total, à l'heure où les Français subissent les hausses de prix dont vous entendez parler comme moi tous les jours dans l'actualité, qui annonce un résultat net qui est le record jamais réalisé par aucune entreprise française. Et ce qui nous pose un grand problème, compte tenu de tout ce que nous avons à faire et de tous les défis que nous avons devant nous, au premier desquels la nécessaire bifurcation écologique, c'est que le capitalisme français, Jean-Luc Mélenchon a dit récemment, c'est une classe d'assistés. En tout cas, ce qui ne nous convient pas, c'est qu'il y a un manque cruel d'investissement productif. Des chiffres sont parus la semaine dernière qui montrent qu'en moyenne, il se verse 1,5 fois plus de dividendes qu'il n'y a d'investissement productif. Or, nous sommes, comme responsables politiques, soucieux de l'investissement productif de demain. En 10 ans, et ces 3 chiffres, à mon avis, suffisent à résumer une situation qui n'est pas convenable pour notre pays et son économie. En 10 ans, les dividendes versés aux actionnaires ont progressé de 70%, quand dans la même période, les salaires n'augmentaient que de 10% et l'investissement productif reculait de 5%. Cette situation, nous voulons y mettre fin, de la même manière que nous voulons rendre effectif le droit à l'emploi. Vous ne le savez peut-être pas toutes et tous, mais dans notre Constitution, l'emploi est un droit. Et donc le rôle des femmes et des hommes qui aspirent à gouverner est de créer les conditions de rendre ce droit effectif et de faire véritablement de l'emploi un droit. Or aujourd'hui, et même si le gouvernement pérore sur les bons chiffres de l'emploi, et nous serons toujours satisfaits quand un gouvernement, quel que soit son étiquetage, réussit à mettre fin au chômage de masse, mais force est de constater que cette amélioration des chiffres est d'abord le fait d'emplois extrêmement subventionnés, de l'apprentissage et d'une précarité de l'emploi que nous ne pouvons pas accepter quand on sait que près de 80% des contrats qui sont signés sont des contrats courts, des contrats parfois de moins d'un mois, de moins d'une semaine, de moins d'un jour, qui ne permettent pas de mettre fin à la situation de précarité que subissent beaucoup de nos concitoyens. Je viens maintenant aux mesures concrètes. D'abord, le premier volet, je le disais donc, éradiquer la pauvreté, partager les richesses. Nous avons l'intention d'augmenter dès le mois d'avril 2022 par décret le SMIC à 1 400 € net, de revenir sur le gel du point d'indice des fonctionnaires et de sévir sur la question de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise, compte tenu de ces inégalités persistantes, malgré ce qui a déjà été entrepris. Nous avons l'intention de fixer au sein d'une même entreprise l'écart des salaires maximal de 1 à 20, ce qui n'a absolument rien de confiscatoire, pour la raison que celui qui se trouve en haut de l'échelle peut tout à fait maintenir son niveau de rémunération, mais devant respecter l'écart de 1 à 20, eh bien, va devoir augmenter en effet ce qui se trouve en bas de l'échelle. Nous voulons faire en sorte que personne dans ce pays, quel que soit son âge ou sa condition sociale, n'ait à subir la situation qui consiste à vivre sous le seuil de pauvreté, raison pour laquelle nous voulons porter le niveau des minima sociaux au seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est 1 063 €. En revanche, nous priorisons de très loin, vous allez le voir, l'emploi et le travail, et nous ne sommes pas favorables à des mécanismes de type revenu universel qui, indépendamment des revenus, verseraient une allocation automatique. Nous voulons faire en sorte que personne ne vive sous le seuil de pauvreté, mais nous croyons absolument que chaque femme, chaque homme dans ce pays aspire à vivre d'abord dignement de son travail, et c'est la raison pour laquelle l'emploi est au cœur de notre projet. Nous voulons faire en sorte, toujours dans le volet éradiquer la pauvreté, que pas une retraite pour une carrière complète ne soit inférieure au SMIC, pour répondre à la situation d'urgence que nous connaissons sur les prix, bloquer les prix des produits de première nécessité et également établir la gratuité des premières quantités, par exemple les quantités d'eau qui sont indispensables à la vie, par une tarification progressive qui ferait que les premiers mètres cubes d'eau seraient gratuits pour toutes et tous indépendamment des revenus, et que l'eau qui sert à remplir une piscine ou laver une voiture, non pas que nous souhaitions interdire qu'on puisse remplir sa piscine ou laver sa voiture, mais nécessairement peut coûter plus cher que l'eau qui sert à boire ou à se laver, qui est indispensable à toute femme et tout homme. Voilà quelques éléments sur l'aspect éradiquer la pauvreté. Le deuxième aspect, c'est ce dont je vous parlais, rendre le droit à l'emploi effectif. Et alors aujourd'hui,
Le quinquennat qui s'achève est un quinquennat qui a consisté pour l'essentiel, de notre point de vue, à revoir certains droits des travailleurs avec notamment les ordonnances travail au prétexte de plus de flexibilité d'une part, et d'autre part à faire des chômeurs les responsables de leur chômage alors qu'un sur deux n'est pas indemnisé avec la réforme de l'assurance chômage. Nous pensons pour notre part qu'il n'y a pas de corrélation entre le niveau ni des droits des chômeurs et des droits des travailleurs et le niveau de l'activité et de l'emploi qui dépend pour l'essentiel du contexte économique, des carnets de commandes. Et d'ailleurs, s'il fallait s'en convaincre, le taux de chômage était au plus bas dans ce pays au moment où le chômage était le plus indemnisé. Dans les années 70, quand vous tombiez au chômage, vous aviez plus que 100% de votre salaire et pour autant, on n'a pas vu que les gens se vautraient dans le chômage alors que l'économie était plutôt en plein essor. Pour rendre le droit à l'emploi effectif, je dois aller vite, donc ça va être un catalogue de mesures. Nous priorisons d'abord la reprise d'une bataille qui a cessé depuis trop longtemps de notre point de vue. Alors que la productivité a augmenté ces dernières décennies, les salariés n'ont ni vu leur salaire augmenter en conséquence de cette hausse de productivité, ni le temps de travail diminuer, alors que pendant tout un temps, les conquêtes sociales faisaient qu'à mesure que la productivité augmentait, eh bien, on gagnait du temps. On produit aujourd'hui plus de richesses avec moins de travail humain. Et donc la question se pose en effet de savoir comment on répartit cela. Raison pour laquelle nous voulons assumer de reprendre les discussions autour de la réduction du temps de travail, d'abord en appliquant réellement les 35 heures et en ouvrant les discussions sur les semaines de 32 heures, avec l'expérience de certaines entreprises, de certains États qui l'ont expérimenté, avec un certain succès, y compris, pour me situer de votre point de vue, s'agissant de la productivité. Une 6e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans, qui est financée par le fait de consacrer 2 points de la richesse nationale supplémentaire au financement de nos retraites. J'y reviendrai ensuite si nécessaire. Et nous voulons instaurer un mécanisme de garantie d'emploi, qui consiste à dire qu'en dernier ressort, tout chômeur volontaire de longue durée qui ne trouve pas d'emploi dans le marché doit se voir en dernier ressort proposer un emploi qui corresponde à ses qualifications et à des besoins que le marché n'accomplit pas. Je m'explique, il y a des tâches dans les métiers du soin, les métiers du lien, dans les métiers liés à la transition écologique, il y a des tâches à accomplir que pour des questions de rentabilité, le marché n'accomplit pas à cette heure, mais que pour autant, nous avons besoin qu'elles soient accomplies. Et donc ce mécanisme de garantie d'emploi, en complément de ce que vous avez vous autres à proposer, viendra permettre de limiter ce chômage de masse et de faire que les femmes et les hommes qui souhaitent retrouver le chemin de l'emploi puissent le faire. La colonne vertébrale de ce programme et ce qui va être également le plus créateur d'emplois, c'est que, indépendamment de nos désaccords, nous avons à faire face, notre génération, je nous englobe tous dans la même génération, a à faire face aux défis du XXIe siècle, qui est bien évidemment le changement climatique. Quand on sait par exemple qu'un enfant qui naît aujourd'hui va connaître dans sa vie 50 épisodes de chaleur extrême, j'avais envie de dire au candidat précédent, quel que soit son prénom, il y a un intérêt général humain qui s'impose à nous et qui va nécessiter que l'on prenne à bras-le-corps ce défi. Nous voulons inscrire dans la Constitution la règle verte, qui est un but général qui consiste à dire l'économie française se donne pour objectif de ne pas prendre à la nature davantage que ce qu'elle peut reconstituer, et donc à solder sa dette écologique. Et je vous demande d'entendre que quand on regarde ce que provoque en termes de besoins de main-d'œuvre et d'emploi un programme comme celui-ci pour son application, on ne se pose pas la question, comme certains à gauche, de savoir si le travail va manquer. Au contraire, on se pose la question de savoir où va-t-on trouver la main-d'œuvre pour faire la transition agricole avec les 300 000 paysans de plus qu'il va nous falloir, la transition dans les transports, dans l'énergie, je pense qu'on y reviendra dans nos échanges tout à l'heure. Bref, c'est un programme qui, rien que sur l'aspect planification écologique, en dehors de la réduction du temps de travail et des autres mécanismes, va créer 1,5 million d'emplois nets, en tout cas comme cela que nous l'avons chiffré. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous à la mi-mars, puisque à la mi-mars, nous allons compléter ce programme par une grande émission de chiffrage complet et détaillé, de la même manière que ce programme que vous pouvez retrouver en librairie est complété ces semaines d'une quinzaine de plans d'application concrets et de livrets qui viennent le compléter. Enfin, je vous parlais, pour terminer, des obstacles liés à l'application de ce programme. Évidemment, les mesures que nous souhaitons mettre en place nécessitent une forme de protectionnisme, non pas un protectionnisme chauvin, un protectionnisme écologique, solidaire, avec des mesures que l'on peut mettre en partage avec des pays partenaires pour relocaliser des productions essentielles, avoir des mesures anti-dumping, par exemple l'installation d'une taxe kilométrique aux frontières et conditionnaliser les aides versées aux entreprises. Je parlais des traités européens et du caractère inapplicable de certaines mesures. Nous souhaitons entamer une discussion avec nos partenaires européens sur les traités, par exemple sur l'indépendance de la Banque centrale, pour ne citer que celui-là,
et avoir des dispositifs de désobéissance assumés dans le cas où l'application des traités serait inconforme à l'application de notre programme. Beaucoup d'États le font déjà dans des tas de domaines sous le registre de l'opt-out au cas par cas en fonction des dispositions. Le dernier point, et je promets d'achever par là pour ensuite laisser la place à notre discussion, mais c'est vrai que c'est très court. Le dernier point, c'est la question de la dette publique. La dette publique, plus de 2000 milliards, personne n'a jamais commencé à la rembourser, on ne rembourse que les intérêts. Les taux d'intérêt tels qu'ils sont aujourd'hui font que la charge, le service de la dette coûte moins cher à rembourser qu'il y a 30 ans, mais la question mérite d'être posée. Et pour nous, la nécessité est la suivante, c'est que la Banque centrale européenne rachète aux États membres les titres de dette pour que l'on puisse avoir de l'oxygène et investir dans tous les domaines dans lesquels il va falloir investir massivement, quoi qu'on en pense, et notamment la question de la planification écologique. Voilà, résumé, un peu trop long peut-être, mais trop court à mon avis, Merci. Les quelques mesures du programme économique. Merci beaucoup Adrien Quatennens, merci. Venez vous installer, voilà. On vous a gardé cette place-là pour vous. Et donc maintenant, eh bien, les chefs d'entreprise vont nous rejoindre, ils vont vous poser des questions, je vais vous les présenter. Donc il s'agit de François Bergerot, Louis Gaudron et Anne Vetter-Tifrit. Je vais commencer avec Anne. Anne Vetter-Tifrit, vous dirigez le groupe Vélom depuis plus de 10 ans. C'est une entreprise familiale spécialisée dans l'éclairage professionnel, mais également l'éclairage outdoor et le mobilier urbain. Et vous en représentez la 2e génération. Alors vous avez fait l'acquisition d'une entreprise en Allemagne, ce qui fait que vous voyagez beaucoup en ce moment. Vous passez à peu près une semaine par mois, vous êtes en Allemagne. Vous comptez 220 collaborateurs, vous faites 27 millions d'euros de chiffre d'affaires et vous êtes présidente des conseillers du commerce extérieur du Grand Est. Je pourrais dire encore beaucoup de choses, mais on va s'en tenir là. François Bergerot, vous êtes à côté de moi. Vous êtes directeur général de l'Atelier des Chefs, dont vous êtes le fondateur. C'est une société de cours de cuisine au départ. Mais finalement, le Covid vous a obligé à, on va dire, à vous restructurer, à changer un peu votre fusil d'épaule, si on peut dire, à faire évoluer votre concept. Voilà. Donc, M. Quatennens dit qu'ils sont implantés à Lille, voilà, effectivement, puisqu'on ne pouvait plus se réunir en présentiel. Alors, du coup, vous vous êtes énormément développé vers le digital. Aujourd'hui, vous proposez des formations, alors des CAP cuisine, mais également pâtisserie, boulangerie. Vous avez élargi coiffure, esthétique, accompagnement éducatif, petite enfance, bref. Bravo pour la mutation, parce qu'il fallait le faire. Donc, vous permettez également à des jeunes dans les territoires d'avoir accès à la formation, évidemment, grâce à cette formation à distance. Enfin, avec nous, Louis Gaudron, vous êtes président d'Argo With You, je ne suis pas sûre de bien prononcer, bon, qui est une société de gestion spécialisée dans la transmission d'entreprises. Vous avez déjà accompagné donc plus de 88 PME sur les 10 dernières années, contribué à la création de 2800 emplois dans ces PME. Vous êtes également administrateur de la Fondation Médecins sans frontières et trésorier de l'Institut de l'engagement. Là aussi, je me suis arrêtée là, mais il y a encore bien d'autres choses. Donc, vous voyez, donc, un auditoire de qualité, un panel de qualité pour vous interroger. On va démarrer donc avec la première question. Pour vous donc, Anne. Alors déjà, merci d'avoir marqué de l'intérêt pour les entreprises, pour le tissu économique de votre pays, puisque vous êtes quand même le seul représentant de l'aile gauche aujourd'hui. Et donc, je vous remercie pour cet intérêt. Alors, vous le savez, les entreprises de taille intermédiaire que je représente aujourd'hui, elles jouent un rôle vraiment crucial, tant pour le développement économique que même pour la cohésion sociale. Elles sont un vrai moteur pour l'économie territoriale, elles investissent. Elles innovent, elles exportent, elles créent beaucoup d'emplois. Et aujourd'hui, ces entreprises de taille intermédiaire ont une structure capitalistique exclusivement, ou en tout cas majoritairement familiale. Et c'est d'ailleurs cet ancrage local qui, pour moi, est important parce que quand on est d'un territoire, on est fier de son entreprise, on partage et on vit cette entreprise avec nos collaborateurs. C'est essentiel pour nous que cette vie familiale puisse se transmettre et notre entreprise avec les collaborateurs, eh bien, ça fait partie de notre vie. On a envie que cette vie continue et puisse se transmettre. Alors, quand on regarde votre programme, moi, ce qui me perturbe un petit peu, en tout cas, je me rends compte que vous pénalisez fortement la transmission d'entreprise. Et quand on pense que, justement, cet esprit familial va se perdre, j'ai peur pour également la cohésion sociale et tout ce que les ETI font, justement, pour maintenir je dirais, cette énorme création de valeur ajoutée, de travail, etc. sur notre territoire. Donc, avec votre programme, moi, j'ai l'impression qu'on va fragiliser le tissu productif français, qu'on va accroître la financiarisation des entreprises
et qu'on va réellement faire disparaître ces entreprises qui sont humaines et qui respectent leurs collaborateurs. Et il va pleuvoir des grenouilles aussi et il y aura l'hiver nucléaire, c'est ça? Non, je ne Non. partage pas votre avis. Je pense juste que je ne me sens pas comme une chef d'entreprise du CAC 40. J'ai Bien le sûr. respect de mes collaborateurs. Je travaille tous les jours pour que mon entreprise puisse être pérenne et qu'elle puisse justement apporter à chacun d'entre eux de quoi vivre et de quoi être heureux et fier. Et ces valeurs-là, j'ai l'impression que quand on a une entreprise familiale, elles sont plus importantes parce qu'on en est fier et qu'on a envie et qu'on efface tous les matins. Moi, dans mon miroir, je me regarde et je me dis, bon, et je le fais, mais pas que pour moi. Voilà. J'entends bien. Alors d'abord, Bravo, et on peut applaudir Anne. Bravo à vous. Merci pour votre témoignage. ce qu'il y a d'absolument formidable et la raison qui me réjouit le plus d'être parmi vous, c'est de mettre fin, en étant à votre disposition, à certaines caricatures. Je sais que la manière dont on peut être entrepris par avance, c'est la gauche radicale, donc c'est la fin des entreprises et c'est la fin de l'entrepreneuriat. J'ai essayé, parce que j'avais qu'un peu plus de 10 minutes pour le faire, mais vous avez parlé à l'instant de cohésion sociale. Et donc on doit pouvoir... De transmission. Je vais y venir bien sûr sur la transmission, soyez rassurés. Mais vous avez parlé de cohésion sociale. Je crois qu'on peut, en dépit de nos désaccords, qui sont certains, je crois qu'on peut s'accorder sur le fait qu'il n'y a pas de cohésion sociale possible avec le diagnostic qu'on a sous les yeux. Et que vous ne pouvez pas, vous-même, comme directrice générale de votre entreprise, accepter l'idée que notre pays, qui produit autant de richesses, et vous y contribuez, soyez-en remerciés, a de tels niveaux d'inégalité en son sein. Et je crois que vous pouvez convenir avec moi qu'on ne fait pas une société en cohésion, c'est vous qui avez parlé de cohésion, avec de tels niveaux d'inégalité. Par ailleurs, nous avons, indépendamment de nos désaccords aussi, un certain nombre de défis qui, qu'on le veuille ou pas, vont devoir être relevés. J'ai parlé à l'instant de la question écologique et de la nécessité pour nous de s'employer à une planification dans laquelle vous allez devoir jouer à plein votre rôle. Alors, sur la question de la transmission, nous n'allons pas interdire la transmission, ni la rendre spécialement complexe. Nous allons simplement assurer une forme de progressivité dans la fiscalité, de manière à ce que chacun paye sa juste part. Par exemple, vous avez dit, vous, c'est une PME que vous dirigez. Il est clair que l'écosystème fiscal des PME n'est pas du tout le même, et je ne le confondrai jamais, avec l'écosystème des très grandes entreprises qui payent en proportion beaucoup moins que vous, qui ont des capacités à faire de l'optimisation fiscale et tout le reste que peut-être vous n'avez pas. Mais je veux répondre très précisément à votre question sur la transmission. Sur l'héritage, par exemple, nous avons fixé un maximum à 12 millions d'euros. C'est-à-dire, au-delà de 12 millions d'héritages, on souhaite que ce surplus dans la transmission aille à la collectivité. Et par exemple, on a dit qu'avec cela, on allait financer l'allocation autonomie jeunesse pour faire en sorte que tous les jeunes puissent se consacrer totalement à leurs études, parce que pour les défis que nous avons à relever, pour toutes les filières que nous avons à monter, pour tous les emplois que nous avons à créer pour relever ces défis, on a besoin que la jeunesse de ce pays puisse se consacrer entièrement à ses études. Donc, convenez avec moi que quand on dit au-delà de 12 millions, ça concerne très peu de monde. Alors je vous arrête, je ne conviens pas du tout avec vous, dans le sens où aujourd'hui, moi je représente les ETI. Les ETI, ce sont des entreprises qui sont de 250 à 1500 collaborateurs. Ce sont des entreprises qui sont, je pense, chacune évaluées à largement plus que 12 millions, mais qui sont ancrées dans le tissu local et qui font tout ce qu'elles peuvent justement pour rendre à leur territoire tout ce qu'elles peuvent. Et dans ce cas-là, le fait de perdre la substance même de cette entreprise, l'âme de l'entreprise, va faire qu'elle ne rendra pas au territoire et que ça sera complètement disloqué. Et c'est ça, moi, qui me fait peur. Et vous voulez dire que la fiscalité sur la transmission, pour vous, annule la capacité à poursuivre l'activité, à nourrir son territoire? Non, j'en suis pas d'accord. Je pense qu'il faut assumer l'idée qu'il y a une reproduction des inégalités. Je crois que ça, on ne peut que le partager. Et que, en effet, par une fiscalité progressive, eh bien, on peut créer les conditions d'une redistribution qui profite à tous. Vous savez, dans le débat sur, par exemple, les impôts, l'impôt sur les sociétés, souvent on dit oui, ça représente 3,5% du PIB en France, c'est énorme, les entreprises sont écrasées d'impôts. Mais on oublie de dire dans le même temps que la France est en tête du peloton des pays qui investissent le plus et qui dépensent le plus d'argent public pour leurs entreprises, en aide à l'installation, en dégrèvement de toutes sortes, en taux de TVA réduit, en aide fiscale. Donc il faut quand même le dire aussi. Moi j'entends en effet votre souci, mais vous devez aussi reconnaître que la puissance publique française, l'État français, aide plus que la moyenne en dépenses publiques
les entreprises et le tissu économique. Mais Donc, à un reprend moment aussi donné- d'un autre côté avec les charges sociales quand même. Alors, ce que vous appelez des charges, vous le savez, ça va être un désaccord de base. Mais alors après, encore une fois, j'admets qu'on ait des désaccords politiques. Il n'y a pas de charges, il n'y a que des cotisations. Quand un candidat comme celui qui s'est présenté tout à l'heure devant vous dit aux Français qu'il va réduire les cotisations sur leur feuille de paie et que donc ça va leur bénéficier. En effet, chaque salarié est d'abord occupé à regarder en bas à droite le salaire net qui se trouve sur sa fiche de paie. Mais ce que M. Zemmour ne dit pas, c'est que ce qu'il vous retire en cotisation, les cotisations, c'est pas la charité, hein, c'est la paye du salarié en quelque sorte. Ben, les salariés devront le payer en assurance privée. Ces cotisations, elles financent les retraites, elles financent le chômage, elles financent la santé. Et d'ailleurs, dans les pays où il n'y a pas ce que vous appelez ces charges, eh bien, le résultat est bien connu. C'est que du coup, chacun se paye sa sécurité, sa sûreté à travers des cotisations énormes à des assureurs privés. Ce n'est pas le modèle de société auquel nous souscrivons en effet. Mais je veux dire qu'en tant qu'entreprise, vous avez aussi cette chance en France d'avoir non seulement un pays qui investit pour vous accompagner, d'une part, mais deux, de bénéficier, vous et vos salariés, de toutes les infrastructures publiques qui sont aussi le fruit des impôts. Vous savez, on a l'impression quand on parle d'impôts, et donc de charges par exemple, que ça pèse, que c'est lourd, mais vous devez voir aussi tout ce que ça provoque. Il y avait cette petite comparaison qui avait été faite où en gros on disait à chacun, si vous payez cash tout ce que vous consommez de services publics, d'infrastructures publiques, souvent en fait ça représente plus que vos impôts. Sur la fiscalité, juste d'un mot et j'arrête là, notre souci c'est vraiment la progressivité. Et y compris pour les entreprises. Vous n'êtes pas aujourd'hui, vous, PME, TPE, logés à la même enseigne des très grandes entreprises dont souvent vous êtes dépendantes en plus. Donc là-dessus, en effet, on va vous accompagner. Pour le reste, et sur la fiscalité des ménages et des particuliers, quand les très riches, c'est pas vous, hein, les très riches disent on paye beaucoup d'impôts, on paye énormément d'impôts, les montants sont importants, mais en proportion de leurs revenus, aujourd'hui, en proportion de leurs revenus, les plus riches de ce pays sont ceux qui paient le moins. Et c'est la classe moyenne, pour l'essentiel, qui porte tout l'effort sur son dos. Avec le système que nous voulons mettre en place, c'est-à-dire passer de 5 tranches d'impôts aujourd'hui à 14 tranches d'impôts, là où tout le monde se dit « Ah, mais de toute façon, si Mélenchon et la gauche arrivent au pouvoir, ça va être la gabegie fiscale », ça produit cet effet, et je crois que beaucoup de gens nous entendent, que si vous gagnez moins de 4 000 euros, tous les contribuables qui gagnent moins de 4 000 euros paieront moins d'impôts. Parce qu'il y aura en effet une véritable progressivité. Certains vont payer moins et certains vont payer davantage. Et c'est le cas pour les entreprises. Et dans ce cas-là, les PME, les TPE ne seront en effet pas logés aux mêmes enseignes que les très grosses sociétés. Je pense que c'est normal de l'assumer politiquement. Alors, une question de François Bergerot, donc directeur général de l'Atelier des chefs. Alors, tout d'abord, il y a un concept qui me perturbe, c'est que quand on vous écoute, on a l'impression que le dividende est quelque chose de négatif. Chez Croissance Plus, en fait, nous, on plaide pour que les entreprises puissent verser le plus de dividendes possible et que les salariés deviennent de plus en plus actionnaires de l'entreprise. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'actionnariat salarié. Et en fait, moi, j'aimerais que... Parce qu'il y a le salaire, ensuite la fiscalité, je vais y revenir, ensuite le dividende. Et donc, en fait, plutôt que de se dire le dividende est mauvais, comment on travaille plus pour que les salariés touchent une partie de ce dividende. Et comme ça, on aligne les intérêts de tout le monde. Donc ça, je vous invite à lire le programme de Croissance Plus et vous verrez qu'on est d'accord sur une chose, c'est qu'il faut redonner plus aux salariés par le dividende, parce que le dividende a une différence par rapport au salaire, c'est qu'il est risqué, il n'est pas certain. D'accord ? Si on revient un peu avant le dividende, vous avez parlé tout à l'heure des impôts et vous avez parlé de l'IS. Vous avez raison, l'IS est un impôt qui a été baissé, etc. Avant l'IS, il y a les impôts de production. Si je regarde ce qui est écrit dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, il faut revenir en arrière sur tout ce qui a été fait depuis quelques années sur les impôts de production. Or, les impôts de production, moi, c'est simple, hein, j'ai une entreprise. À une époque, je faisais 0 € de résultat. Et je payais 400 000 € d'impôts de production. D'accord ? Donc, ça a vraiment failli me tuer. Donc, je payais des impôts, j'ai failli crever et donc j'ai failli mettre 100 personnes au chômage. Pourquoi vous en payez autant, justement ? Parce qu'en fait, les impôts de production ne sont absolument pas liés aux résultats que vous faites. C'est lié au chiffre d'affaires, c'est lié aux lieux que vous avez, c'est lié... Et moi, j'avais beaucoup de lieux. Et donc, des surfaces. Donc, entre la CFE et la CVE, je payais 400 000 €. C'est beaucoup d'argent. Hein. Et donc, je vous assure que quand vous êtes chef d'entreprise, que vous avez 100 salariés, que vous êtes en train de mourir parce que vous avez payé 400 000 € d'impôts de production, vous dites qu'il y a un vrai problème dans ce pays. Et donc, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour réindustrialiser un pays
avec des entreprises qui ne gagnent pas des milliards. En fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ne gagnent pas des milliards. Et si on continue à les assujettir à des impôts de production trop forts. Bon, d'abord sur la question des dividendes. Une nouvelle fois, il ne s'agit pas de dire par principe, oula, dividende, c'est le mot qui fait, vous savez, docteur Maboul, ça sonne, c'est mauvais, ça fait siffler nos oreilles. Non, ce n'est pas le sujet. Mais on a néanmoins une grosse difficulté. Quand on défend devant nous l'idée que le dividende permet l'investissement, c'est moi qui vous pose la question de savoir, est-ce que vous n'êtes pas ému de voir que l'investissement productif recule dans notre pays? C'est-à-dire que le capitalisme de nos rêves, qui investit pour le lendemain, qui se soucie véritablement de ce qu'il y a lieu de faire pour notre avenir commun, et nous avons beaucoup à faire, il n'est pas sous nos yeux. Pardon, mais quand vous voyez les records de dividendes versés et que vous voyez par ailleurs l'investissement productif reculer et être bien inférieur, vous devez vous-même voir qu'il y a en effet un problème. Alors juste, allez-y, en fait, allez-y. je ne suis pas forcément d'accord avec vous, parce que quand d'autres pays ont fait le choix de la retraite par capitalisation. Non mais attendez. Donc, juste- donc ça, c'est important. Quand on verse des dividendes, en fait, on paye des retraites des gens. Donc vous Non, disiez... mais en France, c'est un système par répartition. Non, mais c'est un choix français. Mais aujourd'hui, en fait, quand des gens investissent dans les entreprises françaises et qu'ils touchent des dividendes, c'est pour payer des retraites. En France, pourquoi aujourd'hui avons-nous fait un choix de désolidariser le peuple des résultats de l'entreprise? C'est dommage. Non. Regardez, quand vous avez Bravo, ouais, Quand bravo. vous avez 70 Merci à François. 70 milliards de dividendes qui sont versés et un investissement productif qui est 1,5 fois inférieur, on a une véritable difficulté. Ça n'est pas vrai aujourd'hui de nous vendre le modèle. Encore une fois, je veux vraiment pas donner l'impression que dans le terme l'entreprise, on engloberait tout et on logerait tout à la même enseigne, hein, je vais être très clair. Mais l'idée selon laquelle on a un capitalisme vertueux sous nos yeux, qui génère des profits et des dividendes pour investir dans l'avenir, est aujourd'hui absolument fausse, et ça se vérifie dans les chiffres. C'est un capitalisme qui vient en quelque sorte s'accaparer une part toujours plus importante de la richesse. Et les salariés de ce pays le comprennent bien pour une raison. Tout à l'heure, j'ai essayé de développer ceci. Comment expliquez-vous qu'alors que dans les 20 à 30 dernières années, la productivité a considérablement augmenté, et que quand M. Macron est venu faire son spectacle France 2030, il a dit aux Français « vous travaillez moins que vos voisins et vous êtes moins productifs ». C'est faux, les Français sont parmi ceux qui travaillent le plus et parmi les plus productifs d'Europe. 15 points de productivité en plus que nos voisins allemands qui sont si souvent pris en exemple. Quand vous vous situez du point de vue du salarié, vous dites la productivité a augmenté. On a besoin de moins de travail humain pour produire toujours plus de richesses. Pourtant, nos salaires n'augmentent pas en proportion. Et pourtant, le mouvement historique, la conquête sociale, ce sont peut-être des mots qui, comme moi, dividende peut m'hérisser le poil. Peut-être que la conquête sociale, ça vous fait le même effet à vous. Mais le mouvement historique de conquête sociale qui faisait qu'à mesure que la productivité augmentait, on se libérait du temps, ce mouvement s'est interrompu. Donc, si les salaires n'augmentent pas en conséquence de la hausse de productivité, et si le temps de travail ne diminue plus, ce qui de notre point de vue en plus serait vertueux pour lutter contre le chômage de masse, parce que c'est encore une situation de chômage de masse quand on a 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues, alors où va l'argent? Et vous devez bien noter que dans les années 80 en moyenne, un travailleur français travaillait, je crois, 9 ou 10 jours par an pour rémunérer les actionnaires, c'est plus d'une cinquantaine de jours aujourd'hui. Donc ça ne fonctionne pas, l'idée que nécessairement c'est vertueux pour l'économie et qu'on réinvestit. C'est en quelque sorte une prédation et il faut l'assumer. Et ce à quoi nous vous appelons, parce que si je me trouve devant vous aujourd'hui, c'est que j'estime que si demain nous venons aux affaires, nous aurons aussi, pas que, parce qu'il y a en effet une certaine foire aux dividendes qui va devoir cesser, je le dis, mais aussi des intérêts communs. Encore une fois, il y a des défis qu'on va devoir affronter, nous comme responsables politiques, vous comme entrepreneurs. Quand je vous parle de la planification écologique, de tout ce qu'il va falloir faire, de tous les secteurs d'activité, nouvelles filières, nouvelles formations, nouveaux emplois, quand je vous parle de prévisibilité sur les investissements dans lesquels cette planification va se faire, ça vous apporte une forme de sécurité. Mais en effet, s'il s'agit de continuer à vendre un modèle où il y a cette prédation qui se fait, et pardon, mais qui n'est pas vertueuse pour l'économie, quand on a versé le crédit d'impôt compétitivité emploi, est-ce que vous pouvez défendre que le résultat en termes d'emploi correspond à ce qui a été versé? La réponse est non, vous le savez. Si. Écoutez, Monsieur Gattaz portait à ce moment-là 1 million d'emplois. Le PINS. Non, ça prend du temps. Dans les délais qui étaient impartis, enfin je veux dire, de la même manière que vous venez me cuisiner, permettez-moi de le faire vous aussi. Quand vous défendez que la puissance publique, qui doit par ailleurs, vous êtes souvent ceux qui le disent, doit réduire son déficit, mais par contre quand c'est pour verser des aides aux entreprises, il n'y a pas de problème, et que ça ne crée pas le nombre d'emplois attendus, quand le crédit d'impôt recherche
sert non pas la recherche fondamentale, mais pardon, mais quel type de recherche on peut faire dans la finance où ça a bénéficié le plus ou dans la distribution, pardon de vous dire, et un responsable politique doit vous le dire, que la puissance publique a le droit de dire ça suffit, ça marche pas votre histoire. Donc Alors, voilà. on va enchaîner avec la question de Louis Gaudron, donc pour France Invest. On vous écoute. Oui, merci. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Écoutez, merci d'être là. Je pense qu'on n'est pas Merci d'accord sur un d'être certain nombre de vos idées, mais c'est J'avais appréciable. Je sais que vous aviez, oui, vous y attendiez d'ailleurs, et c'est ce qui fait que c'est bien d'être venu. Je pense, même si une fois de plus on a pas mal de désaccords, mais c'est au moins un espace d'échange et où j'espère qu'on peut dépasser un peu la dialectique qu'on peut rencontrer. En 2 mots sur mon métier, parce qu'il n'est pas toujours reconnu, je représente donc France Invest, qui sont les fonds d'investissement. Notre métier, c'est de collecter de l'épargne du public, qui est confiée par des institutions, des banques, des compagnies d'assurance. Si vous avez un livret bancaire, si vous avez un contrat d'assurance vie, il y a peut-être quelques euros de votre épargne dans les fonds que je gère. Et charge à nous de les investir dans des PME, dans des startups ou dans des projets d'infrastructure, de faire qu'ils se développent pendant un certain nombre d'années, qu'ils aillent mieux, qu'ils prennent de la valeur. Il n'y a pas de tabou là-dessus. Et qu'on puisse rémunérer l'épargne comme ça. Donc c'est ce qu'on fait avec beaucoup d'entreprises, plus de 7400 entreprises en France et 280 000 créations d'emplois en 5 ans, ce qui est plutôt pas mal. Donc je voulais repréciser ça. On a pas mal de sujets de désaccord. Je voudrais peut-être essayer une contribution utile et constructive. J'ai eu à représenter mon métier pendant qu'il y avait un gouvernement de gauche qui n'était pas extraordinairement favorable au début aux entreprises en tout cas. Et au moins sur le sujet de l'emploi, pardon, je suis un peu en dehors des questions prévues, mais ça me paraît important. Je pense qu'ici, on partage l'idée que remettre de l'emploi, réduire le chômage, c'est un sujet absolument essentiel. Et ce que j'aime expliquer et rappeler à tout le monde, c'est que la décision d'embaucher, c'est une décision individuelle d'un chef d'entreprise qui un matin se dit bon, c'est bon, j'y vais, je crée un emploi de plus. C'est une décision engageante, on a un droit qui est très protecteur, donc c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Et il faut être très attentif à tout ce qui peut décourager l'entrepreneur, reporter la décision et faire qu'il dise je vais attendre 1 mois de plus, 6 mois de plus. Et j'ai eu une fois dans ma vie au moins un propos prémonitoire auprès d'un ministre du gouvernement de François Hollande qui était de dire avec le projet de loi de finances que vous nous sortez pour 2013, vous allez avoir une accélération du chômage. Il s'est esclaffé, le nombre de chômeurs supplémentaires par mois est passé de 20 000 par mois à 40 000. Il s'est esclaffé parce qu'il ne voyait pas le rapport. Le rapport, c'est qu'il avait découragé les chefs d'entreprise. Et dans votre vision de l'économie, si ce débat peut servir au moins à une chose, j'espère que vous intégrerez le fait que les chefs d'entreprise sont ceux qui, à la fin, décident oui, allez, on va recruter une personne de plus ou 5 personnes de plus, plutôt que de rester dans le statu quo qui est le plus confortable. Pour revenir à ma question, je voulais parler un peu plus des choix énergétiques et de leur impact sur les PME et les ETI. Notre profession, je vous l'ai dit en 2 mots, est très engagée dans la transition énergétique. On finance beaucoup d'énergies renouvelables. On finance aussi beaucoup de technologies liées au changement climatique et à la prévention du changement climatique. On voit un certain nombre de chefs d'entreprise aujourd'hui qui sont très inquiets de l'avenir énergétique. C'est une nouveauté, on en parlait d'ailleurs dans notre petite réunion de préparation de cette séance. Et qui sont en particulier très inquiets de voir des programmes de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont très volontaristes, et on s'inscrit, nous, là-dedans. Et en même temps, se pose des questions sur comment diable on va produire toute l'électricité qu'il va nous falloir, puisque, on le sait tous, on a aujourd'hui 500 TWh d'électricité produite en France chaque année, on va passer à 650 si on veut faire cette transition énergétique, et même 750 si on veut, j'ai compris que c'était un de vos objectifs, et c'est un des nôtres, je crois, pour tous les gens qui sont ici, si on veut réindustrialiser la France. Donc réindustrialiser la France, et les rapports de RTE sont clairs là-dessus, c'est encore plus de besoins énergétiques. Et je veux dire qu'on a un certain scepticisme au regard du volet nucléaire de votre programme énergétique, vous m'avez vu venir, puisque les travaux qui sont faits par des experts indépendants, qui sont faits par RTE, qui n'est quand même pas un organisme proche du patronat, montre que le scénario, qui n'est pas impossible, qu'ils appellent M0, d'une transition avec absolument 0 nucléaire en 2050, ce qui est, si j'ai bien compris, votre programme, est extraordinairement risqué sur le plan technologique, demanderait un effort absolument colossal, pas impossible, allez-vous me dire peut-être, et que surtout ça ne rend même pas possible le scénario de relocalisation de l'industrie en France. Et donc j'avais envie d'entendre
niveau de conviction vous aviez là-dessus, sachant que le prochain président qui va être élu, c'est pas 22 centrales nucléaires dont il va falloir décider de l'avenir, mais en réalité 51. C'est-à-dire que d'ici à 2030, on a 58 centrales en France, il y en aura 51 où il y aura une décision à prendre pour les prolonger de 10 ans de plus, ou pas. Merci. D'abord, bon, même si notre discussion avançant, peut-être qu'on trouve des points d'accord, dire une chose, c'est que moi, je suis venu ici avec la volonté, bien évidemment, je sais très bien, en venant ici devant vous, comment nous pouvons être entrepris avec le programme que nous portons. Vous pouvez avoir des préjugés, on peut en avoir aussi. L'idée, c'est de se dire, et ce à quoi nous vous appelons, et en quelque sorte ce que définit ce programme, c'est de dire, nous avons un intérêt général humain qui s'impose à nous, qui peut-être en effet contrevient à certains intérêts particuliers, j'en conviens, et dans quelle mesure nous pouvons faire que la France soit aux avant-postes de relever ces défis, au premier desquels, j'y viens juste après, la question de la planification écologique. J'ai, dans mon exposé, relevé ces différents défis. J'ai parlé de la planification écologique, j'ai parlé de l'éradication de la pauvreté, et de la même manière que vous nous avez dit, voilà, on est convergents sur un certain nombre de points. Je pense que personne ici, quels que soient ses intérêts particuliers, ne peut supporter qu'en France aujourd'hui, parce que la France qu'on a sous les yeux tout de même, y compris du fait de cette politique fiscale, s'il y a quelqu'un dans la salle qui le supporte, qu'il le dise, mais la France que nous avons sous les yeux est une France dans laquelle 5 personnes, 5, c'est-à-dire tout juste ce que nous sommes sur scène, possèdent autant que 27 millions de nos concitoyens. D'accord ? 5 personnes possèdent autant que 40% de la population. Alors, de la même manière que moi j'essaye de répondre à vos questions, j'en aurais plein à vous poser sur le fait de savoir si ça vous convient à vous et ce que vous pouvez faire, vous, de votre point de vue, pour que ça change. Ça, c'est juste pour dire voilà, les positions qu'on a les uns et les autres et à quel point on peut parfois rester campé sur les nôtres. Bon, grosso modo, et pour résumer, ça fait 30 ans que dans ce pays, on applique ce qu'il convient d'appeler une politique de l'offre, c'est-à-dire, en gros, du point de vue de l'entreprise, c'est en effet essayer de réduire soit les charges, comme vous les appelez, soit les impôts, essayer d'obtenir quelques dégrèvements de ceci, dégrèvements de cela, faire baisser ce que vous appelez le coût du travail, qui pour nous n'a pas de coût mais un prix, parce que le capital seul ne produit pas. Si vous mettez une somme dans un coffre, que vous revenez 3 mois plus tard sans qu'il y ait eu de travail humain, il y a fort à penser qu'en ouvrant le coffre, vous trouverez la même somme. Donc nous avons en effet ces quelques points de désaccord de base, mais cette politique de l'offre, il s'agit, et ce programme se propose de rompre avec, pour gouverner plutôt par les besoins. De quoi le pays a besoin ? De quoi on a besoin pour mettre fin à ces inégalités, à cette pauvreté ? De quoi le pays a besoin pour répondre aux objectifs climatiques ? Et comment, y compris le tissu d'entreprise, se met à disposition pour pouvoir accomplir ces tâches ? Vous m'interrogez sur la question de nos choix énergétiques. Bon, de la même manière, juste d'une chose, vous dites c'est l'employeur qui décide, l'entreprise qui décide la création d'activités et d'emplois. Bon, on peut aussi s'accorder sur le fait que la raison d'être d'une entreprise n'est pas la création de l'emploi. Bien sûr, les entreprises créent de l'emploi et de l'activité, mais la raison d'être d'une entreprise, sa définition, sa raison sociale, n'est pas la création d'activités et d'emplois. D'ailleurs, de la même manière que les entreprises créent des emplois, force est de constater qu'elles en détruisent beaucoup aussi. En 2020, malgré toutes les aides versées par l'État, c'est 320 000 destructions d'emplois nets, et y compris, vous le savez, de beaucoup d'entreprises qui ont bénéficié de ces aides et qui, malgré tout, ont continué des plans sociaux et se sont en quelque sorte cachés dans la toile de fond Covid pour accomplir des plans de licenciement qui sont des plans de licenciement financiers. Bon, je mets ça de côté, mais c'était quand même la première partie de votre intervention. Sur le choix énergétique, je pense qu'on peut vraiment faire l'économie de toute forme d'idéologie sur le sujet. Parce que notre parc de centrales nucléaires, quoi qu'on en pense, il arrive à obsolescence. C'est-à-dire que sans venir juger les choix qui ont été faits avant, ils ont été faits, donc il ne s'agit plus de les discuter, on est aujourd'hui dans une situation où ce parc est à obsolescence. Donc il s'agit de faire des choix pour les générations suivantes. Alors il y a des logiques purement économiques. Aujourd'hui, on le sait, le coût du nucléaire s'est croisé avec le coût des renouvelables. Alors la France a une particularité, c'est que comme elle a mis tous ses œufs dans le même panier, elle est en quelque sorte aussi à la traîne sur un certain nombre de technologies qui existent et dans lesquelles nous n'avons pas suffisamment investi, notamment s'agissant des énergies renouvelables. Ensuite, il y a des questions qui ne sont pas d'ordre économique, mais par exemple, on doit tous s'émouvoir du fait que d'ici à 2030, notre capacité à stocker les déchets nucléaires, dont vous savez comme moi qu'ils nous engagent pour, là c'est plus des générations, c'est des centaines de milliers d'années, cette capacité de stockage des déchets, elle arrive à son maximum. Donc en fait, indépendamment d'aspect idéologique, il y a des choix à faire pour les générations suivantes. Ce que nous disons, nous, et ce sera le mot de la fin, c'est que nous fixons un cap qui est d'ici à 2050, calé sur le scénario négawatt, pour celles et ceux qui voudraient les détails. On peut en effet, d'ailleurs le RTE, vous avez raison de les citer,
même si c'est ambitieux, dit que c'est techniquement faisable, on peut se passer du nucléaire. Personne ne dit qu'on va le faire en un claquement de doigts, que ça va se faire demain matin, mais il faut le décider politiquement. Je considère que les annonces qui ont été faites la semaine dernière sont à contresens de l'histoire en quelque sorte, et qu'on va mettre la France bien à la traîne sur cet aspect-là. Ça passe par le développement massif des énergies renouvelables, donc beaucoup d'investissements, beaucoup d'emplois. Juste par exemple l'économie de la mer, on sait que les mouvements de l'océan et de la mer regorgent de l'énergie. Il y a plein de technologies dans lesquelles on a besoin d'investir. Et ça passe aussi, j'en conviens nécessairement, par une forme de sobriété. Il y a des domaines dans lesquels ça doit croître, mais il y a des domaines dans lesquels ça doit décroître. Par exemple, on n'a pas besoin d'installer ces panneaux lumineux qu'on voit partout maintenant de plus en plus en centre-ville. On a besoin de rénover 700 000 logements par an pour venir contre ces passoires thermiques qui sont un gaspillage d'énergie considérable. Mais vous voyez, c'est un défi humain, technique, qui devrait, je le pense, nous permettre sur un certain nombre de points, pas tous, chacun l'aura compris, de nous retrouver. En tout cas, c'est ce que nous proposons. Merci beaucoup, merci Adrien Quatennens. Merci à tous les chefs d'entreprise qui l'ont accompagné. Merci d'être venus parmi nous.